Hola, zoda dindi. Aujourd'hui, bien, bonjour à tous. Vous avez reçu, vous avez cette opportunité extraordinaire de recevoir cet enseignement. Donc, je tiens tous à vous présenter mes meilleures salutations pour la journée. Donc aujourd'hui, pour commencer, je vais continuer ce que j'avais entrepris hier, c'est-à-dire de vous parler de la façon dont Mikyo-Dorje a suivi Karma Chinepa en tant que gourou. Mais avant de vous expliquer cela, je pensais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelques photos. Donc pour moi, les photos... Alors, regardez ce qui... Enfin, pour moi, ça se situe sur ma main gauche. Alors peut-être que pour vous, c'est sur votre main droite ou je ne sais pas. Mais en tout cas, à votre gauche, ou sur pour ma main gauche, vous avez d'abord Sangye Nyempa, puis Dulmo Tashi-Yosel, Shadow Sangye et Karma Chinepa, qui sont les quatre tuteurs, les quatre maîtres spirituels, les quatre tuteurs de Karma Mikyo-Dorje. Donc nous avons ici leur année de naissance, leur année de décès et la durée de leur vie. Donc parmi eux, Dulmo Tashi-Yosel est probablement décédé en 1545. Donc c'est ce que j'ai écrit. En ce qui concerne Karma Chinepa, ou cette photo représentation de Karma Chinepa, c'est pas vraiment une photo, mais ce n'est pas une représentation très claire, mais cette photo de Karma Chinepa, on la retrouve dans un commentaire du Sens profond définitif, le Zamonangden, dans la couverture de ce livre, du commentaire que Karma Chinepa a lui-même composé de ce texte, le Zamonangden. Donc elle est tirée de ce texte-là. Donc si l'on va un peu en détail, en quelle année est-il né? C'est assez facile probablement à savoir. Et il est probablement décédé en 1525. Et je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait approfondir et sur lequel on peut faire un peu de recherche. L'année de naissance, par contre, de Dulmo Tashi-Yosel est difficile à savoir. Et son année de décès est de 1545. J'ai dit que Shotrup Sengye est décédé à l'âge de 49 ans, mais c'est une erreur. C'est pas 49 ans, j'ai fait une erreur de frappe d'écriture. Donc je voulais vous montrer ce tableau. Donc de quelle manière Mikyo-Dorje a suivi Karma Chinepa en tant que gourou? Mikyo-Dorje, donc comment s'en est-il remis à Karma Chinepa? Mikyo-Dorje avait envoyé 2 ou 3 lettres d'invitation à Karma Chinepa, Karma Chinepa. Mais il lui en envoya une plus tard avec une demande plus insistante.
Et lorsqu'on lui a demandé qui serait un bon Khenpo pour lui donner la pleine ordination, il a répondu en expliquant les raisons pour lesquelles le Joden Khenchen Sodo Sengye, qui est une émanation de la Rat Angita, serait bon. Donc il a envoyé une lettre d'invitation à Karma Chinepa et aussi à Joden Khenchen Sodo Sengye pour venir le rejoindre et lui donner ses vœux. Donc ils sont tous les deux, Karma Chinepa et Sodo Sengye, se sont engagés à venir et sont progressivement rendus au Khenpo. Et en chemin, ils se sont les deux ensemble se sont rendus au campement, au grand campement. Et en l'an 1527, le 4e jour du 11e mois, l'année du feu cochon, ils rencontrèrent Mikyo Dorje au monastère supérieur de Sampe Wangpo sur le mont Namche dans le Kongpo. Et c'est la première fois qu'ils ont rencontré Mikyo Dorje. Comme Khen Rinpoche, Sherub Sengye était assez âgé, ils se reposèrent pendant quelques jours. Et durant ces quelques jours, Karma Chinepa reçut les transmissions des 6 yogas du 8e Karmapa, Mikyo Dorje. Puis, le 22 de ce mois-là, les conjonctions astrologiques étant bonnes, ils avaient prévu de donner les enseignements. Il avait prévu de donner les enseignements à Mikyo Dorje à partir de ce jour-là. Mais Mikyo Dorje a dit qu'il ne pourrait pas attendre jusqu'au 22 et qu'il en avait besoin plus tôt. Donc il a dit à Karma Chinepa que je ne pourrais pas attendre les enseignements jusqu'au 22, donc il faut commencer le plus vite possible. Et du coup, ils ont commencé le 17. Et c'est le 17 de ce mois-là que Karma Chinepa a commencé à donner des enseignements à Je Mikyo Dorje. Ce jour-là, ils commencèrent par la Prajnaparamita le matin et l'après-midi. Karma Chinepa fit des offrandes, des centaines d'offrandes à Mikyo Dorje à l'occasion des différentes audiences que Karmapa Mikyo Dorje donnait. À ce moment-là, Mikyo Dorje portait la coiffe noire et il donnait des enseignements et faisait des dédicaces et des aspirations. Et à partir de ce moment-là, Karma Chinepa, tous les matins, essayait de donner le maximum d'enseignements autant qu'il pouvait à Mikyo Dorje. Puis, le jour du 22, donc ce fut le jour de donner les vœux de pleine ordination à Mikyo Dorje et le rituel fut fait par Khenchen Sherub Zampo, qui était le Khenpo. Était le maître de rituel et Gampo Khenchen Sakya Zampo était, on va dire, l'intérieur privé et aussi sans doute Shokye Sakya Zampo était celui qui regardait le temps. Et aussi le Choje de Gendungrang des Shong, ainsi que un grand nombre approprié de bhikkhus des 4 monastères étaient présents lorsque Mikyo Dorje reçut la pleine ordination. Et dès le lendemain matin, Karma Chinepa offrait à Mikyo Dorje des enseignements sur la Prajnaparamita le matin, et l'après-midi, il lui enseignait l'Abhidharma et d'autres textes. Ensuite, il a donné des enseignements sur le Gyulama, le continuum sublime, la différenciation du milieu et des extrêmes, la différenciation du Dharma et de Dhamma, Uttanamje, Checheninamje. Alors, Semado, c'est-à-dire le sutra de la validité, le commentaire sur la validité, le trésor de la logique, etc., les sutras de pratique moksha, les sutras du Vinaya, les compagnons de l'Abhidharma, les textes sur la voie du milieu, etc., et d'autres textes. Ensuite, il lui a donné un enseignement détaillé sur les préceptes de Vinaya tels que ce qu'ont expliqué par Nyakpua.
Et tout y est bien, un texte dans lequel tout est bien détaillé, y compris les rituels des actions, c'est-à-dire les rituels dans lesquels la Sangha prend les décisions et mène les affaires. Ainsi que le rituel sur Yarne, Sojong et Gakye. Je pense que c'est ce que Mikyo Dorje utilise comme lechok pour les rituels des activités monastiques viennent des enseignements de Karma Chinepa. Et de même pour ce qui est de comment prendre les vœux de Genyen, de Sojong, etc. Ces textes, comme le précédent que j'ai mentionné, n'ont pas été composés par Mikyo Dorje, mais par Karma Chinepa. Donc, une fois qu'il lui a donné tous ses enseignements et a expliqué les rituels, Mikyo Dorje a dit à Kamelapra qu'il avait besoin de recevoir de lui les explications sur les trois types de vœux, Donc, il a donné les enseignements à Mikyo Dorje sur les vœux de la bodhicitta d'aspiration et d'engagement selon la grande bodhicitta de Sakya Pandita. Et il lui a donné les 4 initiations complètes et les vœux tantriques des 9 déités des Vajras selon le rituel de 6e Karmapa Tongwak Tenden. Il a aussi donné le Tantra des Vajras, le Jutakni. Chez les Kagyupa, le principal des Tantras. Les textes des Tantras sont le Gyulama, parce que le Gyulama, c'est l'union des sutras, de la vue des sutras et des Tantras. Et puis, il y a le Zabonangden, le sens profond définitif, et puis le Takpanipa, les 2 analyses, qui est le Tantra des Vajras. Et Karma Chinepa lui a donné en grand détail, avec des grandes explications exhaustives, le Gyutakni, le Tantra des Vajras. Il lui a aussi expliqué pour les mandalas, les mudras, les rituels des diagrammes, des mandalas, des mudras, et les mélodies. C'est ce qui est expliqué dans les textes. Il a aussi enseigné à Mikyo Dorje l'astrologie selon le Kalachakra. Et tous les dharmas profanés qui avaient été transmis par le 7e Karmapa Shodra Gamso et que Mikyo Dorje n'avait pas encore reçu. Il lui donna aussi d'autres instructions sur les divinités. Si l'on devait rentrer dans le détail de chaque texte, il y en aurait beaucoup trop. Et je n'ai donc pas nécessaire de tout en faire la liste. Mais comment a-t-il enseigné? Lorsque les enseignements étaient donnés, Mikyo Dorje, donc d'abord Karma Chinepa se prosternait devant Mikyo Dorje, puis après Mikyo Dorje préparait, se levait puis de son siège et prosternait devant le Karma Chinepa et préparait sa place pour montrer son respect. Une sorte de protocole, c'est ce qu'on dirait en anglais maintenant. Donc il y avait aussi ces protocoles, à savoir sur quel siège, qui doit s'asseoir sur quel siège. Pour ma part, je pense que c'est pas bien qu'il faut se lever. Que je me lève pas pour tout le monde, parce que si je me lève pour une certaine personne et que je me lève pas pour d'autres, ça crée des problèmes. Sinon, on me dira après, bon, pour lui, il faut se lever, pas pour lui. Ça, c'était au Tibet. Mais puisque quand je suis arrivé en Inde, je reste debout pour recevoir les gens. Et la raison, c'est que parce que la plupart des Occidentaux, ils ne savent pas se faire comme les Tibétains, c'est-à-dire avancer un peu courbé.
Et pour qu'ils s'inclinent, les serviteurs sont obligés de les appuyer, de les faire se baisser, parce que les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la tradition, donc insister pour eux, c'est pas très bon, je pense, à leurs yeux. Donc moi, si je me tiens debout, et je peux leur dire good morning, je peux leur dire bonjour, je peux facilement leur rendre la kata qu'ils m'offrent, ça serait beaucoup plus simple. Hein. Je pense que c'était beaucoup plus facile de faire ainsi. En tout cas, pour ce qui est de Kama Mikyo Dorje, lorsque Kama Trinepa venait, il se levait, il s'inclinait devant lui, il préparait son siège pour lui montrer tout son respect. Puis après, il joignait les paumes de main et lui demandait comment allez-vous, avez-vous bien dormi? Et une fois qu'il s'est enquis sa bonne santé, il n'avait pas d'autre conversation. Et tout de suite, il commençait l'enseignement. Et les enseignements se poursuivaient du matin au soir. Et pendant la pause de midi, même pendant la pause du repas de midi, Mikyo Dorje gardait en lui la foi qu'il avait en Karma Trinepa. Il était ému par la foi qu'il avait en Karma Trinepa. Et il se disait, je dois vous faire une éloge. Et il écrivit de nombreuses louanges. Il écrivit des louanges, des supplications, une bonne dizaine de louanges, de supplications et de prières de longue vie différentes, sous forme poétique pour Karma Trinepa. Dans le colophon de l'une d'entre eux, on peut lire une prière pour la longue vie de Karma Trinepa, un érudit dont on dit qu'il a atteint les niveaux du Dharma suprême sur le chemin de la jonction, sur la voie de la jonction, et donc remplit toute la terre, tout le pays des neiges. Donc on dit que cela démontre que Mikyo Dorje pensait vraiment que Karma Trinepa avait certaines qualités sur la voie, puisqu'il avait atteint donc ce qu'on appelle la voie de la jonction au niveau suprême. En tibétain, c'est Jorlam Chochok. Donc le premier enseignement portait sur le texte sur l'ornement de la réalisation manifeste, le Nantogen de la Prajnaparamita, et ils ont utilisé la traduction de Bandé Kawapelsek, le traducteur Lotsawa. Donc au début, il y avait 3 sessions d'enseignement par jour. On peut dire 3 cours, 3 classes. Mais pour Mikyo Dorje, ce n'était pas trop difficile d'apprendre par cœur les mots et leur signification. Et il a demandé augmenter le nombre de sessions et de monter le nombre de sessions à 6 ou 7 par jour. Et quand il a demandé il a fait part de son souhait à Karma Trinepa, Trinepa n'était pas très à l'aise avec ça. Il lui dit, si on fait comme ça tous les jours, autant de sessions par jour, tout ce que j'ai enseigné, moi je vous enseignerai et votre sainteté aura entendu l'enseignement, mais vous ne pourrez retenir aucun mot et aucun sens de ces mots. Mais Mikyo Dorje, lui a instantanément expliqué exactement tout le sens du texte qu'il venait d'aborder la veille sans aucune sollicitation. Et Karma Trinepa était heureux et surpris en même temps. Il a dit, alors si c'est comme ça, pour toi, il te suffit simplement d'écouter les enseignements. Et ainsi, les enseignants, on avancera très vite dans les enseignements et nous atteindrons rapidement un niveau élevé. Et donc, ils ont augmenté le nombre de séances à 6 par jour. Par exemple, dans un Shedra, si on devait faire 7 cours dans une journée, ça serait difficile, non? Et en plus, à cette époque, il n'y avait pas de montre. Hein. Donc, on ne sait même pas combien de temps prenait une session. Il devait regarder le ciel, simplement en regardant le soleil. Mais le soleil n'avance pas minute après minute. Donc les sessions devaient être vraiment très longues, très longues. On ne sait pas combien d'heures durait une session.
Mais là-dessus, on ne peut pas trop en discuter. Donc, ils ont fait 6 sessions par jour. Ils sont montés à 6 sessions par jour. Et Mikkyo-dorje a appris rapidement et sans difficulté les discussions en général, l'explication du texte, les commentaires, les suppléments, etc. Ensuite, Karma Tinlepa a enseigné à Mikkyo-dorje le trésor de l'Abhidharma, le Manpadze, ainsi que les autres dharmas de Maitreya, selon ses propres commentaires. Et en ce qui concerne les autres sujets, il a enseigné pour certains une explication du texte, dans d'autres un commentaire du texte, et pour d'autres encore les points difficiles du texte et du sens, et du discours général et des commentaires élaborés. Et Mikkyo-dorje, qui avait très bien étudié, les a appris oralement et il a perfectionné son enseignement, à la fois aussi en composant, en écrivant et en enseignant. Alors, pendant combien de temps Mikkyo-dorje a suivi Karma Tinlepa ou a étudié avec Karma Tinlepa? Ça a duré pendant 3 ans. Même si c'était 3 ans, mais si on ne regarde que les mois qu'il a étudié, cela fait que 14 mois au total. Mais donc ça fait, mais il a en fait étudié sans interruption, c'est-à-dire qu'une seule année sans interruption. Mais pendant une année, sans perdre une seule journée. Maintenant, il y a pas à l'époque, il n'y avait pas de vacances. Il n'y avait pas cette notion de prendre des vacances le samedi ou le dimanche. Il a ainsi parti comme ça 14 mois. Donc, pendant ses études, les enseignements duraient du lever du soleil au coucher du soleil. Puis ensuite, après avoir reçu, une fois qu'il avait fini d'étudier, le soir, il donnait des brèves audiences et des réunions. Et donc, il faisait quelques réunions au Garshen, au grand campement. Parce que Karmapa, c'était un peu le boss du campement, c'était le lama principal. Donc, il devait se rendre aux réunions, aux meetings. Dans le passé, au monastère de Tsopu, dans le vieux monastère de Tsopu, il y a des escaliers qui montent et on trouve ce genre de salle de réunion où tout le monde se met les uns à côté des autres dans ce vieux monastère de Tsopu, ce genre de salle de réunion. Donc, il donnait quelques audiences, il faisait quelques réunions rapides, mais à part cela, il ne faisait aucun autre travail. Il se contentait d'enseigner et d'écouter les enseignements. Donc, lorsqu'il enseignait, Karma Tinlepa disait parfois quelque chose qui n'était pas en rapport avec le point actuel et se répétait ou faisait des discrétions trop importantes. Donc, lorsque cela se produisait, Mikkyo-dorje lui demandait voilà où nous en sommes arrivés, veuillez continuer à partir de là. Donc, il ne voulait pas qu'il tourne autour du pot, on pourrait dire en français. Il voulait pas qu'il répète des choses qu'il avait déjà enseignées. Il voulait pas perdre de temps. Il voulait directement recommencer exactement là où s'était arrêté. Et donc il passait pas de temps aussi dans les bavardages en disant en parlant de la météo, quelle est la météo aujourd'hui, ou tiens, il y a telle personne qui est arrivée aujourd'hui, tout ça, il n'en parlait pas du tout. Donc pendant les enseignements, il écoutait attentivement, il ne dormait peu et il mangeait moins, il prenait moins de temps pour aller aux toilettes, par exemple, moins de temps de pause. Et
il mangeait moins parce que quand on mange beaucoup, on est un peu endormi, on s'ennuie, on a de la flemme. Et aussi, même quand il était malade, il portait des robes fines pour pas avoir trop justement de torpeur, de flegme. Bon, dans cette région, au Campo, il faisait assez chaud et donc c'était assez possible de devenir léthargique physiquement. Mais il s'intéressait tellement aux points difficiles et à la signification textuelle des œuvres que sa conscience, comme il avait cette très fort enthousiasme par rapport au texte, à l'étude des textes, sa conscience était très claire, il n'était jamais endormi ou flegmatique. Et s'il lui arrivait de ne pas comprendre quelque chose, au lieu de prétendre qu'il avait compris, ou de penser, bon, je comprendrai ça plus tard, il essayait immédiatement de résoudre son doute et de poser des questions, et il posait des questions à Karma Chenapa. Donc en bref, après avoir donc enseigné à Mikyo Dorje pendant un peu plus d'une année complète, il s'était auparavant engagé pour une seule année. Il n'avait pas d'autre choix que de demander la permission donc de partir, puisqu'il avait pris l'engagement de ne pas rester plus longtemps. Mais pourtant, il restait quelques textes qui n'étaient pas terminés dans l'enseignement. Et Mikyo Dorje souhaitait encore apprendre. Et en fait, le maître et l'élève ont eu du mal à se séparer. Donc, pendant que Karma Chenpa partait, Mikyo Dorje l'a accompagné jusqu'à l'endroit qui s'appelle Chakshi. Et en chemin, Mikyo Dorje continuait à recevoir des enseignements de Karma Chenpa. Puis, en 1529, le 3e jour du 1er mois de l'année de bœuf, Karma Chenpa fit des grandes offrandes de remerciements pour la longue vie de Mikyo Dorje. Et il composa aussi une nouvelle prière de longue vie et une liste d'offrandes qu'il a offertes à Mikyo Dorje furent lues à voix haute lors d'un grand rassemblement. Donc en réalité, Karma Chenpa devait rentrer dans le centre Tibet central, mais le maître et l'élève étaient alors si réticents qu'ils ont reporté l'événement à un autre jour. Donc lorsque Karma Chenpa partit le 11 de ce mois, le maître et le disciple se procénèrent pour faire leurs adieux. Ils se touchèrent la tête mutuellement et en même temps ils firent de grandes aspirations des prières de sommeil. Et à ce moment-là, Mikyo Dorje dit « Soyez mon maître spirituel jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil ». Ce que Mikyo Dorje a demandé, c'est la supplique qu'a fait Mikyo Dorje à Karma Chenpa. Il ne semblait ne pas pouvoir se séparer de son maître authentique. Et la dévotion qu'il avait envers son propre gourou, Karma Chenpa, que cela a surpris jusque chez ses assistants et son entourage. Ils furent stupéfaits et ébahis par la manière dont il louait et respectait avec exaltation Karma Chenpa. Donc voilà comment, en bref, Karmapa Mikyo Dorje a suivi Karma Chenpa. Donc les commentaires que Mikyo Dorje a composés de la Prajnaparamita, du Vinaya, de l'Abhidharma, si vous les lisez, vous verrez qu'il y a de nombreuses grandes louanges faites par Karmapa Mikyo Dorje à Karma Chenpa. Et tous les grands commentaires qu'il a composés, des grands traités, il les a composés après les avoir reçus de Karma Chenpa. Donc tout ce que nous maintenant nous pouvons étudier,
tout ce que nous pouvons maintenant étudier dans le Dharma est Kagyupa, c'est essentiellement grâce à Mikyo Dorje et Karma Chinepa. Et il nous faut en être reconnaissants, se rappeler de qui ils sont et de persévérer dans notre étude. Donc les différents maîtres et gourous que Mikyo Dorje a reçus, comme Tashi Namgyel et les autres, on peut se demander s'il y avait d'autres gourous, s'il a suivi uniquement ces 4 ou d'autres gourous. En fait, il n'a pas suivi que ces 4-là. Le souhait de Mikyo Dorje intérieur était de pouvoir, peu importe le nombre d'écritures bouddhistes que vous écoutez ou que vous complantez, il n'y a pas de fin à celle-ci, se disait. Donc, puisque il n'y a pas de fin à l'étude des enseignements du Dharma, il s'est rendu dans le Tibet central, Lütsang, pour essayer de trouver des maîtres spirituels authentiques, qu'ils soient Sakyapa, Gelugpa, Drigungpa, Jonangpa, ou Taklung, ou Shalungpa, ou de Nyingmapa, de l'ancienne école, de la nouvelle école des Tantras. Il ne voulait que recevoir des enseignements et servir avec respect, traiter avec respect et recevoir des enseignements de ces grands maîtres spirituels. Mais il n'en a pas trouvé. Il n'en a très peu trouvé. En particulier pour ce qui est du Kala Chakra. Il a demandé, parmi les maîtres de la lignée impartiale, parmi les Sakyapa, les Kagyupa, qui serait le mieux placé pour lui enseigner. Il a demandé, à l'époque, il y avait Jajamyam Tashi Namgyel et Panchen Dorgyel, qui était un étudiant de Panchen Sakya Chokden. On lui a dit qu'ils seraient les plus compétents pour lui enseigner le Kala Chakra. Mais donc au début il pensait simplement faire une discussion avec Panchen Dorgyel. Mais après il pensait aussi bien sûr le suivre comme un lama, mais Panchen Dorgyel saurait dire oui, s'il me prend vraiment si vraiment il s'en remet à moi comme étant un maître, je viendrai, mais sinon je n'y vais pas pour simplement discuter, faire des discussions. C'est les réponses qu'il envoyait à Mikyo Dorje. Et ainsi, Mikyo Dorje a vu que ce n'était pas quelque chose d'auspicieux. Et Mikyo Dorje a vu que ce n'est pas auspicieux, donc il a mis un terme à l'invitation. Plus tard, lorsqu'il se rendit à Drikung, lorsque Mikyo Dorje se rendit à Drikung, il y avait, comme d'habitude, une grande cérémonie de bienvenue. Dans la grande assemblée, il y avait donc des gens qui débattaient. Il y avait Panchen Dorgyel, qui était parmi ces personnes qui faisaient des débats philosophiques. Et Karmapa Mikyo Dorje dit à Pawotsuna Trengwa, il dit dans les différentes 18 écoles, il y a 18 Vinaya. Il a dit que dans son traité sur les 3 vœux, Pawotsuna Trengwa avait dit cela. Dans les différentes 18 écoles, il y a les 18 Vinaya différents. Il a dit ceci à Panchen Dorgyel. Il a dit, si c'est le cas, il doit donc y avoir 18 écoles. Alors quelles sont les différences qu'il y a entre ces écoles? Donc Panchen dit d'une grande voix forte et mélodieuse. Il a dit, effectivement, il y a beaucoup de disparités entre les différentes écoles, entre les Jetapangwa et les Dodepa, c'est l'école de l'exposition et l'école des sutras, qui sont en lien avec l'Abhidharma, le Madhyamika et le Pramana. Et donc Mikyo Dorje lui a dit, mais quelles sont les différences entre ces 18 écoles? Donc quelle est la différence entre ces 18 écoles? Pas simplement la vue, mais la différence. Et quelle que soit la réponse que le Panchen a dit, il n'a pas donné une réponse bien concrète. Donc il a terminé, Mikyo Dorje lui a demandé,
dites-vous que vous ne devrions pas dire qu'il y a 18 écoles? Et là, Panchen commençait un petit peu à frémir, hein, sa voix commençait à trembler et il se mit à parler beaucoup plus doucement. Il lui a dit, en réalité, nous ne devrions pas dire cela. Donc il a accepté qu'il n'y avait pas de différence. Donc puis Mikyo Dorje lui demanda encore. On dit que chez les Jetramawans n'acceptent pas la conscience autoconnaissante, mais que l'école de Sutra l'accepte, que l'esprit seul, l'école de l'esprit seul affirme que la conscience qui s'autoconnaît est la conscience ultime, et que la voie du milieu réfute, le Madhyamika réfute cette conscience, mais que dans les tantras, on dit que c'est grâce à cette conscience, autoconnaissance, le rangrik, que l'on peut s'éveiller. Donc, quelles sont les différences entre ces différentes opinions de la conscience autoconnaissante? Et là, d'une voix encore plus douce qu'auparavant, le Panchen tout en tremblant, et dans le Pramana, on parle de l'appréhension de ce qui est valide ou pas, mais il n'arrivait pas vraiment à en parler. Il tenait un propos assez déconnecté à ce sujet. Donc à la fin, Mikyo Dorje lui a dit, donc il semblerait que vous ne savez pas quelle est la différence entre ces différentes versions vues de la conscience qui s'autoconnaît. Et Panchen a accepté d'une voix très douce, ben oui, en fait, je ne sais pas. Donc, à la fin de la cérémonie, Mikyo Dorje est parti. Et dès que Mikyo Dorje était parti, Panchen dit à Pao Tsuna Changwa. Il l'a pas dit à Karmapa Mikyo Dorje directement, il l'a dit à travers Pao Tsuna Changwa. Donc, Panchen Dorgelwa a dit à Pao Tsuna Changwa. On dit que je suis quelqu'un de très, très érudit dans tous les textes. On dit que je suis quelqu'un qui connaît bien les textes. En particulier, lorsque j'ai appris que Karmapa allait venir, j'ai étudié toute la journée, la nuit et le jour, afin d'être sûr de pouvoir lui donner les réponses. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il allait me poser comme question. Et j'ai pris des notes sur tous ces sujets-là. Mais il n'a posé aucune question en lien avec les textes que j'avais révisés. Donc, comment est-ce possible? On dirait vraiment qu'il est clairvoyant. C'est ce qu'il a dit à Pao Tsuna Changwa dans cette discussion. Et c'est Tsuna Changwa qui a relaté cette histoire, ces propos. Donc ensuite, Karmapa Mikyo Dorje a écrit beaucoup de questions pour ce Panchen, notamment sur le Vinaya. Non, en fait, ce n'est pas Karmapa Mikyo Dorje qui a posé des questions au Panchen, mais c'est le Panchen qui a posé des questions à Mikyo Dorje sur des questions assez subtiles sur le Vinaya, comme savoir s'il est possible d'avoir les vœux prononcés sans qu'il y ait un kempo pour donner les vœux. Il a aussi posé des questions sur la prajnaparamita, le pramana, c'est-à-dire l'étude de la validité, l'abhidharma, la voie du milieu, les tantras en général, le kalachakra. En fait, il a écrit ainsi 7 parchemins. Et il disait que tout ça, toutes les vues revenaient à la vue de Shengtong, que la voie du Madhyamika, que du Tsema, que du Madhyamika, tout ça, c'était la vue de Shengtong. Et donc, il a offert toutes ces questions à Mikyo Dorje. Et Mikyo Dorje lui a répondu. Tes questions sur le Vinaya ne sont pas des points difficiles du Vinaya. Donc, vous devez regarder le commentaire que j'ai écrit sur le Vinaya, qui s'appelle Jurwetika. Et en général, il est assez illogique de dire que tous les points de vue que toutes les vues soient les vues Shengtong. Et c'est la réponse, donc Mikyo Dorje lui a répondu. Donc à cette réponse, Panchen Dorgelwa a essayé de fournir des preuves, comme quoi tout était Shengtong, que ce soit le Pramana, le Madhyamika, etc.
Et parmi toutes ces réponses, il y avait une réponse un peu particulière ou assez sonnante qui était assez particulièrement. Et Miguel d'Angers lui a dit, bon, si aucune des réponses correspondent au Dharma, et que vous répondez de cette façon, on aurait l'impression que vous essayez d'amener les gens à faire perdre la foi envers le Karmapa. Mais bon, il était vrai que... et puis Miguel Angel a quand même répondu et donné ses réponses. Donc de même, Jamyang Tashi Namgyel a été invité, mais il n'est pas venu, mais il a offert environ 200 volumes de textes rares et bien édités à Mikyo Dorje. En disant, moi je ne peux pas venir, mais tout ce que je sais est contenu dans ces textes, donc veuillez lire ces textes. Donc en fait, Mikyo Dorje avait vraiment le désir de suivre beaucoup d'autres maîtres, mais il n'a pas eu l'occasion d'étudier avec beaucoup d'autres lamas. Il a dit, Karmatsu n'est pas étagé, et je n'ai trouvé personne d'autre qui en vaille la peine. Mais quand même, si je peux trouver un maître, je compléterai à un haut niveau mon écoute, ma contemplation et ma pratique de l'océan des tantras. Donc, parfois, je pense aussi ainsi. Donc moi aussi, quand j'étais plus jeune, je pensais étudier les textes. Parce que quand j'étais au Tibet, Situ Rinpoche et Gyaltsab Rinpoche étaient en Inde, ou alors ils auraient dû soit venir au Tibet, soit moi aller en Inde. Donc c'était pas facile. Mais quand je suis arrivé en Inde, donc j'ai beaucoup étudié, mais c'est de Rinpoche comme Gebje Dorje Chang, Tongpo Rinpoche aussi, Bokar Dorje Chang. De même que Gebje Tengar Rinpoche, Sangye Nyempa. Donc, oui, j'ai beaucoup reçu d'eux. Mais je pensais donc étudier les textes comme on étudie dans un trash, je les ai. Mais je les ai d'une certaine manière assez étudiés, mais pas complètement à fond. Mais donc, puisque j'ai le nom de Karmapa, hein, je suis pas un moine Gelugpa ordinaire, et donc je pensais aller à Sera, chez les Gelugpa pour étudier, mais je pense que ça aurait peut-être été fait un petit peu bizarre. Hein. Je me suis dit peut-être que mes disciples allaient voir les choses un peu bizarres, comme c'était un peu bizarre. Donc, mais quand j'étais à Gyuto, il y avait beaucoup de geshe, bien sûr, hein, et on avait beaucoup de grandes discussions sur les textes. Donc pour moi,
je voulais bien étudier les textes. Je voulais étudier comme les moines qui sont comme dans les Shedra, et je n'ai pas vraiment réussi à le faire, mais j'ai pas réussi c'est un peu comme Michael Dorje. Lui, il voulait recevoir beaucoup de maîtres, d'enseignants de beaucoup de maîtres, mais il les a pas tous trouvés. Mais pour lui, ça montre en tout cas sa grande motivation et son grand intérêt qu'il avait pour les textes. Donc Michael Dorje s'intéressait beaucoup aux textes. Et beaucoup de personnes qui venaient dans les audiences aussi venaient lui offrir spontanément des vieux textes, des livres. Et Karmapa Michael Dorje sur les sutras et les tantras, et il passait toute sa nuit à les lire et à mémoriser. Mais donc, en fait, comment étudiait-il? Donc, il marquait en rouge les textes, la base du texte, les citations en jaune, et s'il y avait un point subtil dans le texte qui n'était pas clair pour lui, il écrivait en petites lettres qu'il n'avait pas compris, et ce point qu'il avait besoin d'aller lire dans tel ou tel texte pour avoir plus d'explications. Et pour les points les plus difficiles à comprendre, il faisait de nombreuses annotations sur les différentes interprétations dans différents commentaires. Donc il n'écrivait pas dans le texte même, mais il écrivait aussi des notes sur d'autres textes. De même, il demandait à tous ceux qui se disaient connaître le Dharma le sens du texte. Il prenait des notes sur les points qu'il appréciait le plus. Et puis, donc, il le mettait de côté, et à la fin, il rassemblait tout et faisait une sorte de méthodologie pour résoudre les doutes. Lorsqu'il a mémorisé des textes aussi importants que le Trésor de la validité, le Tsemarikter, ou des commentaires de l'Abhidharma supérieur et inférieur, donc il les mémorisait complètement. Mais comment faisait-il pour mémoriser? Il s'en serait de la première séance du soir jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter le matin. Il passait toute sa nuit à mémoriser. Donc, il commençait dès le soir jusqu'au matin, 3h, 4h du matin. Peut-être jusqu'à 4h, 5h du matin. Il n'a pas fait ça simplement pendant quelques jours, ni pendant quelques mois. Il a passé des années à faire ainsi. Donc, non seulement il a étudié les grands textes, les grands traités philosophiques, mais avec le maître bilingue, Karma Lotsawa Rinchen Tashi, donc qui connaissait le sanskrit. Il a étudié à fond les grammaires du Kalapa et de Chandragomi. Donc Kalapa et Tsendrapa, Chandragomi, Kalapa et Tsendrapa. Il a aussi étudié la poésie, la composition, Nyanaketdejor, ainsi que les systèmes d'écriture en sanskrit et tibétain, toute la grammaire sanskrit et tibétaine. Et il a étudié les textes indiens et tibétains sur la validité, sur le pramana, de Kongten Shakya Rinchen, de Tsongten Dorje Zampo et de Nagripa Lekpe Kocha, et que d'autres maîtres. Donc tous les textes du pramana, c'est-à-dire les textes sur la validité, comme le Judra, etc. Et bien sûr, même si Paul Trungwa était son disciple, il a aussi reçu des enseignements de Paul Trungwa sur le compendium de l'astrologie, le compendium ou compilation des points importants d'astrologie, ainsi que de la composition. Donc, il avait l'habitude de garder autour de lui que des érudits ayant une vaste connaissance des Écritures
Et il est traité avec respect. Et même des personnes aussi qui avaient une expertise dans des domaines mineurs de la connaissance, il les gardait avec lui. Et il est considéré comme de l'or. Il est considéré aussi important que ses yeux. Donc, les personnes qui avaient de la connaissance, qui avaient de l'expertise dans un domaine, il leur faisait preuve d'énormément de respect et il les gardait avec lui. Et c'est quelque chose que dont tout le monde a pu être témoin. Et Pausuna Changwa a déclaré que peu importe si un érudit dit être son égal, se présenter et prétendant être son égal, se présenter devant Mikyo Dorje, il serait exclu parce qu'il ne pourrait pas répondre aux questions. Ou même lorsqu'il donnait, ces gens donnaient des réponses, ils se rendaient compte après qu'ils avaient eu tort et qu'ils s'étaient trompés. Peut-être c'est parce que Mikyo Dorje était très majestueux, etc., et qui pensaient, eux, être peu intelligents. Mais en fait, c'était probablement plutôt parce que Karmapa Mikyo Dorje était particulièrement intelligent et pratiquement avait une grande force que la connaissance, ainsi que beaucoup d'érudits qui venaient devant lui se sentaient très humbles en face de lui. Mais Mikyo Dorje disait, moi je suis très peu intelligent, je suis peu instruit, moi je ne sais rien. C'était pas simplement pour être modeste, mais il le pensait vraiment du fond du cœur. C'est ce que Pausuna Changwa a dit, qu'il en était témoin, il en est certain. Parce qu'il y a des personnes qui font semblant à l'oral d'être humbles, qui tiennent des paroles, non, mais en fait au fond d'eux ils sont pleins d'orgueil. Mais vraiment Mikyo Dorje, c'était vraiment très sincère. Il pensait sincèrement qu'il ne savait rien, qu'il avait très peu d'intelligence et qu'il était très peu instruit. C'est ce que nous relate Pausuna Changwa. Maintenant, par rapport au temps que nous avons, je vais me satisfaire de cet enseignement sur le lien entre Mikyo Dorje et ses maîtres spirituels. En bref, avec un amour pour les êtres dans la confusion et un grand respect pour les précieux enseignements, il accepta donc toutes les grandes difficultés auxquelles il a dû faire face pour étudier avec ses maîtres spirituels. Et quelle que soit l'expérience qui découlait de son étude, de sa contemplation et de sa méditation, sans en cacher une ni être avare, il les enseignait à nouveau à ses disciples selon le dharma qui leur était approprié et en fonction de leur capacité. Et c'est probablement l'une des plus grandes actions ou les plus grands agissements du Seigneur Mikyo Dorje dans sa prière. Donc, hier, je vous disais, il ne suffit pas de simplement dire « oui, c'est un Bouddha, je m'incline, je prends refuge en lui ». Pas simplement dire, pas simplement de faire la louange en disant « oh, c'est un grand lama, c'est un grand maître ». Comme il est dit, la vie des grands maîtres est un exemple pour les disciples. Donc pour nous aussi, pour pouvoir aider les êtres, pour pouvoir servir le dharma, nous devons faire de notre mieux pour étudier, réfléchir et méditer sur les enseignements du Bouddha. Pas pour dire moi je suis intelligent, moi je suis quelqu'un d'important, etc. Ce n'est pas dans ce but que l'on étudie, mais simplement pour aider à soulager les êtres de leur souffrance
et aussi pour aider la préservation du précieux enseignement du Bouddha. C'est le service que l'on doit rendre aux êtres et au Dharma du Bouddha. Parce que sinon, c'est la raison pour laquelle on construit autant d'universités monastiques. Mais c'est pas pour obtenir un diplôme. Alors, voilà, toi tu es Kempo, toi tu es Acharya, toi tu es comme ci, comme ça. Avec tous ces documents et tous ces diplômes, ça n'aurait pas d'intérêt si on n'a pas l'intention d'aider les êtres et si on n'a pas l'idée de travailler pour la préservation de l'enseignement du Bouddha. Et à ce moment-là, le but et le sens d'étudier dans les Kshetras n'a aucun intérêt. Et je pense que c'est quelque chose d'important, de garder ceci à l'esprit. Donc nous faisons maintenant la pause et on reprend un peu plus tard et je continuerai. Donc maintenant je vais vous enseigner une nouvelle strophe des bons agissements. Donc on n'a pas beaucoup avancé, donc j'ai pas d'autre choix que d'avancer dans le texte, donc je vais continuer le texte. Donc dans l'autobiographie, les bons agissements, c'est le quatrième bon agissement ou la quatrième bonne action. Donc il y a deux sections principales pour ce texte. La première, c'est comment je suis rentré dans le Dharma en préliminaire, et puis après comment le texte en lui-même, et c'est le quatrième point, ou la quatrième strophe plutôt. C'est abandonner les distractions inutiles. Et le texte lui-même dit « Ayant acquis au plus profond de moi la certitude que nos vies se perdent dans les distractions ordinaires, j'ai rejeté les errances communes. Mon intelligence s'en est vue aviver et j'ai gagné en confiance en les sources de refuge. Je considère cela comme un de mes bons agissements. » Pas besoin que je vous explique mot à mot. Donc, selon les instructions de Mikyo Dorje que l'on trouve dans ses œuvres complètes, c'est un commentaire qu'il a écrit lui-même de sa main. Donc c'est sur la, pardon, c'est pas écrit de ça, ça s'appelle, on peut dire la formation à la biographie de Nicolas. Je vois pas comment le traduire. Donc il a écrit lui-même. On doit suivre le gourou sans en être séparé, mais combien de temps doit-on le suivre? Jusqu'à ce que vous atteigniez la bouddhéité, mais pour le suivre de gourou de cette façon, vous devez avoir la chance ou la bonne fortune d'être dans un temps et dans un lieu similaire à ceux du gourou, ou des amis spirituels, et un corps et un esprit qui s'accordent avec lui. Une fois que vous avez atteint cette base, vous devez être libre de tous les obstacles et avoir les conditions favorables qui permettent de suivre le gourou et le dharma.
Cela dépendra ensuite de l'accumulation du karma vertueux à cette fin, comme aussi de votre foi dans le gourou, en le vrai dharma, de votre diligence, de votre attention, de votre samadhi, de votre sagesse. Vous devez donc éliminer les obstacles à cette vertu, les conditions qui créent les afflictions des lieux et des amis particulièrement agréables ou désagréables, et l'esprit qui désire ces amis et ces lieux, qui les désire ardemment, qui les déteste. Si vous pouvez éliminer les distractions ordinaires pour de tels buts, et les distractions de la pensée sur les méthodes pour la grandeur et pour cette richesse de cette propre vie, et que vous mettez votre corps dans la solitude, et la solitude avec le corps, la parole et l'esprit, etc., ce sera beaucoup plus facile. Donc, pour vous expliquer le sens en bref, donc, en réalité, il faut s'en remettre à un gourou, à un maître spirituel, jusqu'à ce que l'on atteigne la bouddhéité, jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Pas simplement quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années. Ça ne fonctionnera pas. Donc, jusqu'à ce que soi-même on atteigne la bouddhéité, il faut suivre le maître spirituel. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du mérite. Il nous faut être un être fortuné. Donc, il nous faut le mérite qui nous permette de rencontrer, de pouvoir recevoir le dharma de ce maître et de pouvoir pratiquer. Il nous faut donc un corps et un esprit qui est dans un état bien particulier et spécifique. Et pour l'obtenir, il nous faut accumuler du mérite. La raison pour laquelle on pense que la vie et l'existence humaine est précieuse et difficile à obtenir, parce que avec cette vie, avec le support de notre esprit, ce corps, si l'on s'en remet à un maître, on pourra avancer et atteindre l'éveil. Donc c'est pour cette raison que cette vie humaine ou ce corps humain est précieux. À part cela, le simple fait d'obtenir une vie humaine, un simple corps humain n'est pas une précieuse existence humaine. Ce qui va faire que notre corps humain sera un précieux corps humain va dépendre du fait que l'on va recevoir les enseignements d'un maître et qu'on va l'écouter et le mettre en pratique, ou pas. Quand on pratique, on étudie, on réfléchit, on pratique, il y a des conditions adverses, il y a des obstacles, et il y a plein de problèmes, à la fois extérieurs comme intérieurs. Mais parmi tous ces problèmes ou ces obstacles, l'obstacle principal, ce sont les émotions perturbatrices que l'on a en nous. C'est le désir, l'attachement, la colère. Donc, quand on pense à éliminer les obstacles, ce n'est pas leur envoyer des tormas ou faire des rituels pour contrecarrer les démons extérieurs, mais c'est ces pensées discursives et des pensées négatives qui sont celles de la colère, de l'attachement, de l'aversion, qu'il nous faut éliminer. Donc, ces pensées négatives de désir et d'aversion viennent de nos tendances profondes. Dans cette vie, on a envie de devenir célèbre, on a envie de devenir riche. Et toutes ces choses qui sont qui nous intéressent dans notre propre vie, en fait, sont en train de nous tromper, de nous illusionner. Donc, il nous faut prendre la distance par rapport à toutes les activités mondaines et essayer de pratiquer le mieux possible. Donc, par exemple, avec la parole, essayez de parler que lorsque c'est opportun, pas trop bavarder. Ainsi, dans notre esprit, ici, faire de notre mieux pour notre esprit, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de pensées discursives, essayer de le garder en paix. Et aussi, s'efforcer à pratiquer et à accomplir des actes positifs, ce qui est vertueux.
Donc, il nous faut clarifier notre esprit, diminuer nos émotions et développer notre confiance envers les trois joyaux. Et à partir de là, avec notre corps, notre parole et notre esprit, on ne les consacre pas aux activités qui n'ont pas de sens, au Vidharma Dhamma. Et si on le fait, et si on les consacre à ces Vidharma mondains, c'est une grande perte, c'est du gaspillage. Pour ça que l'on doit faire de notre mieux pour orienter notre corps, notre parole et notre esprit afin d'accomplir une vie qui a du sens pour pratiquer le Dharma, d'accomplir le Dharma. Ça, c'est un point important. Dans la vie de Karmapa Mikyo Dorje, un de ses points particuliers, il ne s'est pas laissé prendre par les choses inutiles de cette vie-ci. Donc à l'époque de Mikyo Dorje, il y avait le roi de la région de Jiang. Et à cette époque, le Tibet est passé plusieurs fois sous le contrôle... Et au cours de cette époque, le Jiang est passé plusieurs fois sous le contrôle des Tibétains. Et en particulier l'empereur de Jiang. Et le roi de Jiang avait invité Mikyo Dorje et il le respectait en tant que son principal gourou. Donc l'empereur de Ming a envoyé des messagers et plein d'offrandes pour essayer d'inviter Mikyo Dorje en Chine. Et le grand campement de Karmapa, que l'on appelait l'ornement du monde, était à l'époque l'organisation la plus influente au Tibet. Et les lamas Karmakagyu, les monastères, etc., remplissaient toutes les régions du Tibet, de sorte qu'ils étaient très puissants, autant au niveau dharma et au niveau politique. Donc le Karmapa était considéré par les Tibétains comme étant le lama le plus important, le plus grand lama. Donc même si c'était sa situation, Mikyo Dorje n'aimait pas être vu comme étant très grand ou très puissant. Il n'essayait pas d'utiliser son pouvoir afin d'accroître son influence, l'influence de sa secte, etc., l'influence de ceux qui sont de son côté, etc. C'est pas quelque chose qui lui plaisait. Et non seulement cela, mais de plus, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que cela se produise. Maintenant, je dois un petit peu développer ce point-là, pas simplement en parler. Ça pas simplement le mentionner. Donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour discuter des liens entre le Karmapa et la région de Jiang. Et aussi, plus tard, je vous parlerai de l'empereur Ming et des Karmapas. Ainsi que donc la relation entre le peuple chinois, l'empereur de Ming et le Karmapa. Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du lien avec Jiang. Et demain, je parlerai de l'empereur de Ming et des autres. Je vais vous en parler brièvement, bien sûr.
Qu'est-ce que le Jiang? Peut-être que vous en avez entendu parler, mais peut-être pas. Parce que pour vous, vous êtes nés, la plupart d'entre vous sont nés dans les Himalayas, donc vous n'en avez pas entendu parler en Inde ou au Népal, mais les Tibétains connaissent bien. Donc dans l'histoire ancienne, hein, des rois du Tibet, on en parle beaucoup. On écrit parfois Ao Janajan, je sais plus. Donc au cours de cette période, Jiang est passé plusieurs fois sous le contrôle des Tibétains. Et en particulièrement à l'époque de l'empereur tibétain du Song Mampoche. Et selon les manuscrits du Duhong, c'est un vieux manuscrit, et il est écrit qu'il est né donc en 676. Dans un autre écrit, on lui donne une autre date. Mais en tout cas, Dusung Mampoche était donc un roi du Tibet. Et il est allé dans Jiang, mais en fait, il a envahi Jiang par la guerre et il a pris le pouvoir. Et il est décédé là-bas. C'est ce que l'histoire raconte. Donc, l'histoire même du pays ou de la contrée de Jiang, ce n'est pas un grand pays, hein. C'est au 6e, 7e et au 8e siècle. Le Jiang était un petit royaume à la frontière entre le Tibet et la Chine. L'histoire de la Chine a eu beaucoup de changements. À une époque, lorsque l'empereur de Yuan, Kublai Khan, il a envahi un lieu qui s'appelle Dali. Donc c'est une grande ville maintenant. Et il s'est rendu aux Mongols. Donc un gouverneur mongol a été installé sur le Yunnan et le Jiang, pour le Yunnan et le Jiang. Donc lorsque les armées de Ming sont arrivées au Yunnan, donc le roi s'est rendu aux Chinois et a été placé sous la gouvernance de Yunnan sur l'empereur Ming. Donc c'est la province de Yunnan. Ensuite, le nom du clan pour l'empereur de Jiang a été donné par l'empereur Ming et c'est le nom qui est Mu en chinois, Mu. Donc à partir de là, on les a appelés Mu. C'était leur nom de famille ou leur nom de filiation. Donc quel est le lien avec le Karmapa? Donc c'est à l'époque du 7e Karmapa que les relations entre le roi de Jiang et le Karmapa ont commencé. À cette époque, Shödra Gamse a été invité à Jiang, mais il n'a pas pu s'y rendre. Et le 8e Karmapa, Mikyo Dorje, a aussi été par le roi de Jiang, qui était donc le 13e roi de Jiang. Et son nom, et je vais vous montrer même sa photo.
Voilà le 13e roi de Jiang. Et en chinois, c'est Muting. Muting en chinois. Mais sa famille, c'est la famille Aya. C'est la famille de Nya. Donc on parlait de Nya blanc ou de Nya noir. Et en Nya, Nya Carbo, c'est trop compliqué en chinois et en tibétain. Et son nom donc a été, et un autre nom qui lui a été donné, c'est Aya Achu, dans le dialecte de Jiang. Et c'est une expression qui est très connue, réputée, qui est très connue au Tibet. Hein. Aya Achu. Donc j'ai écrit là son année de naissance et sa date de mort. Et donc il est monté sur le trône en 1503. En 1502 ou en 1503. Et pris le pouvoir sur le Gyaltang et sur de nombreuses autres régions du Kham. Gyaltang maintenant c'est Shangri-La. Peut-être Shangri-La ce que l'on dit en anglais. Donc c'est toutes ces régions-là qui sont passées sous son pouvoir. Et celui qui invita Mikyo Dorje, c'est lui. Et ce roi. Donc quand est-ce qu'il l'a invité? Lorsque donc Karmapa Mikyo Dorje a été intronisé à l'âge de 7 ans, et peu de temps après, il y a le Lama Tashi de Jiang qui est venu le voir et lui offrit une lettre du roi de Jiang. Et donc c'était la première fois de sa vie que le roi de Jiang se créait un lien avec Karmapa Mikyo Dorje. Ensuite, Karmapa Mikyo Dorje voyagea dans les nombreuses régions du Kham et visita le monastère de Karma Gompa, de Kampo Lenang et les autres sièges monastiques de Dusum Khenpa. Et c'est à cette époque que le roi de Jiang l'invita à venir au Jiang. Et Mikyo Dorje promit de s'y rendre. Et donc il se rendit d'abord à Gyaltang, comme je vous ai dit, c'est Yunnan Chingching, c'est Shangri-La, le lieu qui s'appelle Shangri, dans le Yunnan actuel. Et en 1516, le 3e jour du mois de Vesak, il se rendit à Jiang. Et pour l'accueillir, il y avait un éléphant, mais cet éléphant était attaché avec des cordes. Et l'éléphant arracha ses cordes et se rendit en direction du Karmapa. Il arriva jusqu'au campement où se trouvait le Karmapa et il se présenta en face du Karmapa et se prosterna devant Mikyo Dorje. Comme ça, en remontant sa trompe et en baissant la tête. Et tout le monde était surpris. C'était quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit. Et il y a eu 10 000 soldats qui l'ont escorté pour arriver jusqu'à Jiang et pour établir son camp près du palais de Satam, c'est-à-dire au niveau de la capitale de Jiang. La capitale de Jiang s'appelle Satam. Je vais vous montrer aussi une photo du palais de Jiang, palais du roi de Jiang.
Et c'est un très très beau monastère, parfaitement bien dessiné. On dit que c'est une représentation plus petite de la cité interdite que l'on trouve à Pékin. Donc voilà les photos actuelles du palais du roi de Jiang. Donc Mikyu Dorje est arrivé à proximité du palais et ils installèrent son campement. À l'époque, il vivait dans des tentes et puis il est parti voir le roi. Il y a des porteurs hein, comme à l'époque avec des paldaquins, donc ils sont venus pour le voir, pour l'amener. Et le roi lui-même vint le voir et les oncles et les frères du roi montèrent chacun sur leur propre éléphant. Et un éléphant fut conduit séparément. Donc il y avait des chevaux de différentes couleurs sur lesquels il y avait des cavaliers qui brandissaient dans leurs mains des bannières, des instruments de musique, etc. pour l'accueillir. Et le roi descendit devant la tente de Karmapa et se prosterna devant lui. Donc peut-être que Karmapa s'est sorti de sa tente, était présent de sa tente, et le roi de Chiang est venu devant lui et s'est prosterné devant lui. Donc bien sûr, Karmapa ne parlait pas chinois et la Katsanyon était le traducteur. Et le roi lui souhaita la bienvenue. Et encore à ce moment-là, les éléphants encore se prosternèrent. Et non seulement ils se prosternèrent, mais ils ont fait un grand barrissement. Moi, je vais pas pouvoir imiter le barrissement de l'éléphant. Hein. Donc, ils sonnèrent comme une trompette. Mais pourquoi? Donc, les gens se demandèrent, mais pourquoi les éléphants jouent de la trompette? Et ils dirent, et la réponse fut, donc le Bouddha qui les garde est venu, et donc ils sont heureux. Et c'est parce qu'ils sont heureux de rencontrer le Bouddha qu'ils barrissent. Et en même temps, il y avait aussi beaucoup d'arc-en-ciel et des pluies de fleurs. Beaucoup d'autres signes auspicieux. Et à partir de ce moment-là, il est resté quelques semaines, et chaque soir, on offrait de la musique tout autour du campement. Et on le fait encore de nos jours. On a des personnes âgées qui ont 70, 80 ans, qui se réunissent et puis qui jouent des vieux instruments de musique. On dit que ce sont des très vieux instruments de musique. On parle ça d'héritage mondial, de l'héritage mondial. Ça fait partie maintenant de l'héritage mondial de l'humanité. Donc Mikyu Dorje a donné au roi des statues du Bouddha et du 7e Karmapa, le sutra d'Avatamsaka en chinois, et des reliques du Bouddha, aussi des chevaux, etc. Puis, une escorte fut envoyée et Mikyu Dorje fut invité et amené au palais. Donc le roi vint à l'entrée principale. Il y a 3 grandes portes. Et
il a la principale, l'intermédiaire et la troisième. Il arriva à l'intermédiaire et il lui offrit une kata. Donc il y avait aussi des moines chinois qui jouaient de la musique et qui battaient le tambour. Et ils battirent des tambours qui sont tellement grands qu'il fallait 16 personnes pour taper sur le tambour. C'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Puis Mikyo Dorje s'assit sur le rentra dans le temple et il s'assit sur le trône. Et des trônes ou des chaises chinoises, ou ce sont les chaises traditionnelles chinoises qui furent disposées pour les autres personnes. Donc le thé a été servi, et en même temps que le roi lui offrait des offrandes de soie, des centaines d'offrandes de soie, etc., pendant qu'on servait le thé. Et les reines, elles aussi, offraient leurs propres bijoux et prononçaient les vœux de Bodhisattva en présence du Karmapa. À la fin de la cérémonie, le roi l'escorta jusqu'à son campement. Puis il fut à nouveau invité au palais de la même manière. Et à cette occasion, à cette époque, il y avait beaucoup de guerres entre le Jiang et le Tibet. Et tous les représentants, les lamas et les représentants des leaders tibétains avaient demandé à ce qu'il n'y ait plus de guerre avec le royaume de Jiang, et ils promirent donc de ne pas faire la guerre au Tibet pendant 13 ans, ainsi que d'envoyer 500 moines tous les ans pour devenir moines. Et aussi, ils promirent de construire 100 monastères. Et à cette époque, le roi de Jiang demanda à Mikyo Dorje de rester à Jiang de façon permanente pour servir en tant que son principal gourou. Mais Mikyo Dorje n'accepta pas. Donc, il est rentré au Tibet. Il n'a pas accepté donc de rester permanemment en Tibet, au Jiang. Donc, il est resté une semaine à Satam. Avant, les rois de Jiang n'avaient pas de la foi en l'enseignement du Bouddha. Parce qu'ils avaient d'autres traditions, ils faisaient d'autres offrandes à d'autres divinités. Un peu comme les vieilles traditions tibétaines avec les offrandes sacrificielles, etc. Mais à partir de ce jour-là, à partir de cette visite de Mikyo Dorje, ils ont développé de la foi envers l'enseignement du Bouddha et particulièrement envers la lignée Karma Kamsang. C'est pour ça qu'ils ont un lien particulier avec les maîtres de la lignée Karma Kamsang. Et plus tard, donc, comme Mikyo Dorje revint au Tibet, plus tard, avec Chögyam Dorje aussi se rendit dans le Jiang. Et donc, ils ont entré pratiquement plus jamais fait de guerre avec les Tibétains. Et c'est pour ça que pour nous, dans la lignée Karma Kamsang, nous avons une certaine reconnaissance par rapport au roi de Jiang et à la région de Jiang. Et souvent, les Tibétains se retournaient vers le roi de Jiang pour demander de l'aide. Donc, Mikyo Dorje, il passa 7 jours, une semaine.
Donc, plus tard, quand Mikyo Dorje retourna au Tibet, le roi et l'armée l'accompagnèrent avec une grande entourage jusqu'à Lhasa. Et il accepta d'y retourner dans 7 ans, mais il n'a pas pu. Mais plus tard, Chogyam Dorje, Karmapa Chogyam Dorje, s'est rendu dans le Jiang. Et il a dit, c'est parce que Karmapa Mikyo Dorje avait promis que j'allais revenir dans le Jiang, et par la connexion interdépendante et auspicieuse que cela a créé, je suis venu, a-t-il dit au roi de Jiang. Donc, non seulement le roi de Jiang tenu sa promesse, il envoya 500 moines tous les ans, pour 500 personnes pour devenir moines, et il fit beaucoup d'offrandes tous les ans au monastère Karma Samsang dans le Tibet central. Et c'est très clairement écrit dans les livres d'histoire. Donc Mikyo Dorje se rendit à Galtang et il fonda un nouveau monastère de Gor à Kangsar. Donc, on parle du Jiang Kangur. Et je pense que c'est la première édition de ce Jiang Kangur, c'est à Kangsar qui a été faite. Alors, je ne sais pas si c'est là exactement où il a été imprimé, mais c'était là qu'on le trouvait au début. Puis après, quand il y a eu pendant la guerre et les révolutions culturelles, etc., tout a été détruit. Donc, voilà une brève introduction de la relation entre Karmapa Mikyo Dorje et le roi de Jiang. Et demain, de quoi vais-je vous parler? Avec la relation entre le Karmapa et le roi de Ming, l'empereur de Ming. L'empereur Ming, pardon. Parce que Karmapa Mikyo Dorje a invité l'empereur de Ming. Mais pourquoi l'a-t-il invité? Donc, il faut revenir au passé, à l'histoire du passé, et il faut donc en parler du Karmapa Deshin Chekwa. Et parce qu'il y a eu une relation entre l'empereur de Ming et Karmapa Deshin Chekwa, et donc la relation a été faite entre les Karmapa et les rois de Ming. Donc, quelle est l'origine de cette relation? Et si on veut parler de la relation entre les Karmapa, il faut qu'on parle absolument de la relation avec le Karmapa Deshin Chekwa et le roi de Ming. Et aussi, quel est le lien qu'il y avait entre les Chinois et les Tibétains, la relation entre les Chinois et les Tibétains et le Karmapa, etc. Donc, c'est tout ce dont je vais vous parler d'une manière brève demain. Si, je vous parlerai donc comment il a été invité à se rendre aussi en Chine, chez le roi de Ming, et je vous dirai s'il y est allé ou pas.